Madame Pauline n'est pas la femme de Ben Archat, et son bouygues de la rue de Chazelle n'a rien à voir avec le château fort du défunt. Mais Charlotte n'a rien à voir avec mes fonds de bouillon. Ça n'a rien à voir. Mais ça n'a rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec l'intelligence. Le communisme n'a rien à voir là-dedans. Ça n'a rien à voir avec moi. C'est pour le cinéma ou la télé? Bonjour à tous, on se retrouve sur Rien à voir les films aujourd'hui. Après avoir parlé des flops de 2024, nous allons parler des tops, un petit peu de positif. Des bons films. Merci, ça fait un petit peu du bien quand même de parler de super films aujourd'hui. On va commencer sans plus attendre avec The Backriders. et le Comte de Monte Cristo. Si Dantès nous a trahis, alors qu'il est le sort des traîtres. Je suis innocent. J'ai rien fait, je suis innocent. Tout ce que ces clubs font, c'est se réunir pour parler de leur bécane. C'est ce qu'on fait aussi. Je suis l'abbé Faria. Et moi, je te porte du plus grand trésor que la Terre ait jamais porté. Mais qu'est-ce qui t'a pris? Rien, j'ai vu que ces mecs voulaient te tabasser, pourquoi j'aurais réfléchi? Ouais, toi et moi, hein. Alors The Backriders, on l'a vu ensemble. Ouais. Moi je l'ai pas mis dans mes tops parce que j'ai trouvé très sympa, sans forcément beaucoup plus, juste j'ai passé un très bon moment. Ben moi c'est pareil pour le Comte de Monte Cristo, c'est-à-dire qu'il était il est aux portes du Ouais. top. Il est je crois 13 ou quoi dans ma liste. En fait, comme on s'est mis une règle comme quoi on pouvait pas avoir des films en commun, parce que le but c'est de rester dans l'esprit rien à voir les films, et donc à un moment donné essayer de trouver des parallèles entre les films, ben moi il y a des films que j'ai pas pu mettre dans mon top, donc ça m'a laissé une place pour le Comte de Monte Cristo, que j'ai mis ici avec plaisir, une vraie réussite française, pour le coup, ça fait du bien. Quand on nous rabâche les oreilles avec les sociétés de production de cinéma françaises qui disent que ben non, mais si on met des gros budgets dans des gros films, ça marche pas, style le dernier Astérix ou les Trois Mousquetaires. Bah en fait, ça peut marcher. La question, c'est pas le budget, c'est juste de faire des bons films, Voilà. que les acteurs soient géniaux. Ouais. Et donc le Comte de Monte Cristo, bah, ça marche très bien. Pour le coup, j'ai jamais lu de roman de Dumas. Non plus. De ce que j'ai entendu, c'est quand même très accéléré par rapport au roman d'origine, ce Oui. qui est normal, hein, entre deux énormes briques comme ça et un film de 3 heures, oui, bah, c'est pas pareil. Ouais, c'est quand même 3 heures, tu vois. Ça reste un gros film de 3 heures quand même, et qui a une gueule que je trouve magnifique. Enfin, je veux dire, il y a quand même des décors qui sont assez gigantesques. C'est pas non plus un très grand risque dans le sens où ça reste un film français avec gros budget et on se dit ok, on fait des trucs de KPDP. Oui. Voilà. Mais déjà, si on arrive à refaire des films bien comme ça, Oui. bah, c'est franchement pas mal. Après, le cinéma français, on fait quand même des très bons films tout le temps. Hein. Oui, j'en ai Ça, pas il faut encore. faut quand même pas dire que le cinéma français c'est de la merde. On va quand même pas aller là-dedans. En fait, ça, Mais- c'est les gens qui disent ça, c'est les gens qui vont voir 4 films au cinéma par an. Quoi. C'est très condescendant ce que je viens de dire, mais c'est vrai. C'est-à-dire que, oui, si tu penses que aux comédies de merde du genre qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, oui, effectivement, c'est pas forcément ce qu'il y a de meilleur. Mais là où généralement, pour le cinéma français, là où tu On a trouves quand les même un meilleurs gros trucs, cinéma d'auteur. Enfin, Voilà, le c'est- mode de production français est quand même assez incroyable. c'est dans les petits films que tu trouves souvent les petites pépites. Et on sait aussi produire des films à gros budget. En fait, le truc, c'est qu'il y en a beaucoup qui veulent, quand on fait un film à gros budget, il faut que ça ressemble à un film américain. Non. Luc Besson. Non, il faut pas forcément que ça ressemble à un film américain. On est capable de faire des très bons films à la française, comme on sait faire. Comme le Comte de Monte Cristo, qui est très français. Bah, tu parles de film très français. Et The Backriders, c'est, on va dire, le film très américain. Very Voilà, c'est- American. Voilà, c'est sur les gangs de motards des années 60-70, au fin fond d'État. Je sais plus si c'est au Texas, mais bon, c'est un peu le même délire. Moi, forcément, donc c'est un film de Jeff Nichols. Il me semble pas que j'ai vu un de ses films de tête. Mais moi, ce qui m'a attiré, forcément, c'est le casting. Austin Butler, Jodie Comer, et un Norman Reedus, donc Daryl de Walking Dead, et Michael Shannon, enfin plein Tom d'acteurs, voilà. Et je voulais finir sur Tom Hardy, parce que Tom Hardy depuis quelques années il fait moins de films, ou quand il en fait c'est Venom. Donc là je me suis dit oh putain un film intéressant et Tom Hardy tu sais qu'il est bon quand il fait des accents à la con dans les films. C'est vrai. Et là, Tom Hardy avec un accent du Texas à couper à la machette, je me suis dit, oh oui. Et effectivement, j'avais raison parce que c'était très sympa. Je trouvais passer une très bonne séance au cinéma. Et ça confirme Austin Butler avec Dune cette année que oui, on est face à une future grande star parce qu'il a un charisme de fou ce mec. C'est vraiment. Avec sa voix qui a complètement déraillé Ouais. depuis le film Elvis, qui pour le coup marche très bien dans les deux films. On aura l'occasion d'en reparler, de Dune. Mais il a un regard perçant en plus, ce mec. Il est terrifiant. Mais non, c'est très très cool. Enfin, j'ai bien aimé. Un peu dans cet héritage de Easy Rider aussi, ou de Ouais. trucs comme ça, avec le côté facho en moins.
Mais ouais, franchement. Quoique, il y en a certains quand même dans le film. Oui, mais c'est pas le propos du Oui, film. non, bien sûr. Mais non, en tout cas, c'est très réussi, The Bike Riders. Si on doit quand même dresser un parallèle entre les deux films, c'est des films qui parlent à la fois de se venger, oui, et à la fois de pas mal kiffer, parce que les personnages prennent du plaisir dans leur vengeance, oui, parce qu'on peut faire ça aussi. Et c'est deux films qui représentent très bien, on va dire, leur pays, un certain pan, voilà, du cinéma de leur pays respectif. Et c'était une certaine culture d'une époque. Ouais. De bonnes surprises en tout cas. On peut enchaîner avec le top 9. Donc ça va être Civil War. Et pour moi, Maxine avec 3X. Voilà. Try to stay out with what we see on the news. Seems like it's for the best. Name 5 celebrities who got their start in horror movies. Jamie Lee Curtis, John Travolta, Demi Moore, Brooke Shields, and Maxine fucking Minx. You're American, okay? What kind of American are you? Maxine. Oui, du coup, Civil War, qu'on est aussi allé voir tous les deux. Une très bonne séance. Donc, c'est le nouveau film d'Alex Garland qui a notamment scénarisé 28 jours plus tard. Et avec des acteurs, donc Kristen Dunst, Wagner Moura, donc, qui jouait Pablo Escobar dans Narcos, et Kylie Spinney, dont on parlait dans Priscilla, voilà, qui est dans ce film aussi. Je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas trop aimé le film. Et c'est vrai que je peux comprendre, parce que certaines critiques disent qu'en fait, le film est un film poétique, mais qui prend pas vraiment qui n'a pas de propos. Qui n'a pas vraiment de propos, qui prend pas de parti. Et moi, ce que j'ai vraiment mis dans le film, c'est plus le côté tension, thriller, et l'avancée des personnages dans, on va dire, cette Amérique en décadence. Là où ça peut se justifier que le film ne prenne pas de parti, puisque le concept du film, c'est que c'est une Civil War, donc une guerre de sécession, mais fictive. C'est un film de science-fiction, quasiment. Oui, c'est dans un futur proche. Voilà, c'est une guerre fictive. Qui oppose l'Amérique de l'Est à l'Amérique de l'Ouest. Et là, on peut reprocher au film de ne pas prendre parti aussi. Dans l'idée, c'est aussi parce que c'est un film sur des journalistes, des reporters de guerre, où eux, on leur demande pas de prendre parti, on leur demande de raconter la guerre, de raconter ce qui se passe. Ils sont là pour être des témoins de ce qui se passe. C'est un film de road trip, du coup, oui. Où tous les personnages ont pour but de rallier New York à Washington, il me semble. C'est ça. Donc, qui n'est pas un énorme trajet dans la vraie vie, mais là... Dans une zone de guerre, ça l'est, voilà. Voilà, ils n'ont pas accès à des autoroutes, et du coup, ils vont faire étape à plusieurs endroits où ils vont rencontrer divers personnages, où ils vont assister à plusieurs scènes de guérilla, et où ils vont avoir l'occasion de prendre beaucoup de clichés, des clichés qui sont incrustés dans le film, ouais. Et qui sont absolument magnifiques, absolument horribles aussi, mais magnifiques de par leur composition, de par ce qu'ils racontent. C'est ça que j'ai apprécié dans le film. Et après, c'est vrai que c'est un film qui est quand même assez bancal au global, mais qui a de très bonnes idées, les acteurs sont incroyables, et ouais, la photographie, par contre, elle a tombé par terre. Ça, c'est assez fou jusqu'à la fin avec la prise de la Maison Blanche. De la Maison Blanche, tout à fait. Qui était, du coup, ce film qui est produit par A24, comme Maxine. Tout comme Maxine, tout à fait. Et qui Civil War, qui est le plus gros budget d'A24 jusqu'à présent. Parce que généralement, ils font des petits films. Et celui-là a coûté, je crois, dans les 70 millions de dollars. Ouais. Quelque chose comme ça. Et ça a été un succès, donc tant mieux. Et donc, un autre film, A24, Maxine, qui a beaucoup moins marché, je pense, que Civil War. Oui, mais il a bien marché quand même. Après, c'était pas le même budget. Hein, qui est la suite de X et Pearl, que j'aime beaucoup. Troisième film de cette trilogie, que tu m'as fait découvrir, du coup, parce que X, on en a parlé dans le podcast. Ouais. Et du coup, j'ai eu l'occasion de découvrir ce film. Et donc, le duo réalisateur-actrice de Ty West et Mia Goth, du coup, qui marche très bien dans les deux films, surtout dans Pearl, que j'avais trouvé absolument incroyable, terrifiant. Et ce troisième film, Maxine, donc, qui se passe après X, où on retrouve le personnage de Maxine Minx, qui devient actrice, qui est donc actrice de films érotiques et qui veut devenir actrice de films d'horreur. De films mainstream, quoi. Une star d'Hollywood. Une vraie star d'Hollywood. Sauf qu'elle va se retrouver confrontée à un tueur en série qui s'appelle Night Stalker, qui a vraiment existé. Ok. Bon, là, ils prennent évidemment des libertés, tout ça, notamment à la fin, mais ça, on vous spoilera pas le film. Et ce Night Stalker vise des stars, justement, de films pour adultes. Et du coup, Maxine se retrouve vite dans son collimateur. Et c'est un film qui, donc on va dire X, avait ses inspirations notamment de Massacre à la tronçonneuse. Pearl, c'était plus Le Magicien d'Oz, mais version, voilà. Parce que c'était le côté Technicolor. Ouais. Voilà. Et Maxine prend beaucoup d'inspiration, donc évidemment du slasher des années 80, mais aussi du giallo.
Le giallo qui est un courant de film italien qui a précédé le slasher, où c'est souvent des tueurs masqués avec des gants en cuir qui tuent des jeunes femmes innocentes. Donc, c'est pour ça que je dis que ça a vachement inspiré le slasher américain. C'est très, c'est très 80s et 70s en même temps. On a Mia Goth qui est toujours très bien, Giancarlo Esposito, il y a Elisabeth Debicki qui joue la réalisatrice. Oui. Mais bon, toi, il est dans ton top, donc est-ce que t'as vraiment un truc qui t'a... Non, mais ouais, globalement, au niveau de l'ambiance, je trouvais assez génial. Bon, je me suis régalé, en fait. C'est plus une appréciation globale d'un sentiment que le film me laisse, une violence assez décomplexée qui fait quand même pas mal kiffer. Ouais. Le moment où il y a un personnage qui se fait écraser les testicules avec le talon voilà, qui est un fantasme pour certains, qui est assez horrible dans le film. Voilà, c'est un bon gros plan. Ouais, après, voilà. Je t'avoue que j'ai vu Terrifier 3 cette année. À côté, c'est du pipi de chat. C'est-à-dire qu'entre un talon et une tronçonneuse... C'est pas la même ambition. Non, du tout. Mais non, mais je trouvais que en fait, le duo marche toujours très bien. Ouais. Est-ce que c'est le meilleur film de la trilogie ? Je sais pas. Mais en tout cas, moi, il s'est retrouvé dans mon top. Au niveau appréciation, c'est parce que je me souviens d'un moment que j'ai passé, que j'ai vraiment adoré. Que ça en plus, on l'a vu en avant-première. Et on l'a vu en avant-première, tout à fait. Deux films, on va dire, ambitieux dans leur... Enfin, qui ont leur propre ambition, je trouve. Parce que Civil War, c'est d'être un espèce de semi-blockbuster de guerre politique. Et Maxine, d'être la conclusion d'une trilogie. Il n'y a pas beaucoup des films A24 qui ont des suites comme ça. Ouais. Et pour moi, je trouve que c'est une trilogie plutôt solide. La trilogie X, Pearl, Maxine. X reste mon préféré, je t'avoue. Ah ouais, c'est pas Pearl ? Non. Ok. C'est quand même deux films qui se reposent sur des événements historiques et qui les détournent complètement pour en faire autre chose. Voilà, comme des fantaisies, littéralement. Voilà, c'est ça. Et qui parlent beaucoup de la société américaine en profondeur, tout ce qui est puritanisme, valeurs morales, qu'est-ce qu'on projette à travers soi-même, à travers l'art, que ce soit à travers les films ou à travers les photographies de guerre. Donc c'est très intéressant à mettre en parallèle. Et c'est deux films que nous vous conseillons de voir. En numéro 8, nous retrouvons Godzilla Minus One et Love Lies Bleeding. They found the body. Looks like you've got your hands full. We'll just need to fight back. Godzilla Minus One, c'est le Godzilla de l'année qui est produit par des studios japonais pour, on va dire, 1/10 du budget des films américains, ce qui est fou quand on voit la gueule du film, et qui on suit un pilote kamikaze de la Seconde Guerre mondiale au Japon qui ne s'est pas fait kamikaze, et il revient au pays évidemment traumatisé. Après, par l'acheter. Et il subit une attaque de Godzilla, et toujours quelques années plus tard, il est toujours traumatisé, sauf que là, Godzilla revient. Et il va falloir trouver un moyen de l'éliminer, parce que le Japon peine à se reconstruire après la guerre. Et on va dire que Godzilla n'arrange pas vraiment les choses. Pour le coup, donc Godzilla, on en a parlé un petit peu dans les flops avec le Godzilla X Kong. Ouais. Et là, effectivement, quand le Japon fait un film Godzilla, ils savent faire des films Godzilla. Voilà, ils ont l'expérience. C'est-à-dire, c'est un Godzilla qui naît du traumatisme de la Seconde Guerre mondiale. On est pendant la Seconde Guerre mondiale, après on est au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Ouais. Et après s'être mangé les attaques des Américains, ils se mangent Godzilla, comme si ça suffisait pas. Non. Alors qu'ils sont en pleine reconstruction. Et pour le coup, Godzilla, quand il détruit, il fait pas les choses à moitié. Non. Quand il détruit des villes avec son rayon laser, c'est absolument impressionnant. On a un Godzilla pour le coup qui est très bien filmé, qui est absolument gigantesque sur chaque plan où il apparaît, qui est terrifiant. Même s'il est moins grand que celui du film américain. Mais oui, mais on s'en fout. La mise en scène fait qu'il a vraiment... Le ressenti fait qu'il est plus impressionnant, c'est pas la taille qui compte, c'est comment tu l'exploites. Non mais bien sûr, non, mais c'est pour ça, c'est ça que je veux dire. Et d'ailleurs, le point qui démarque surtout ce film-là des Godzilla américains, c'est que les personnages humains, tu t'attaches à eux, et c'est surtout eux que tu suis. Oui, c'est ça. Godzilla apparaît peu au soi, mais chaque apparition est importante. L'histoire, c'est pas Godzilla, l'histoire, c'est les humains qui sont au milieu. Voilà. Et il y a Godzilla qui arrive. Et ce qui en fait une histoire très émouvante. Tout à fait. Voilà. Et qui promet une suite aussi, a priori. Ce qui est assez rare de faire des suites à des films Godzilla, en tout cas au Japon. Oui. Mais celui-ci, a priori, a l'ambition de vouloir nous proposer une suite. En plus, vu qu'il a très très bien marché.
C'est ça. Il a eu une sortie qui était quand même très spéciale parce que c'était sorti sur 2 jours uniquement dans le cinéma pâté et je l'avais raté. Ouais. Et après, il a eu une deuxième sortie un peu plus grande, je crois, sur 1 semaine. Ouais. Enfin, voilà, toujours pas grand-chose. Mais au final, il a quand même bien marché en salle. Oui. Et tant mieux. Parce que généralement, c'est des films qui sont... Les Godzilla japonais, c'est des films qui sont assez mal distribués en France, ou même dans le monde en général. Sauf que là, ça a été un tel succès qu'ils se sont dit, ah oui, mais attends, il y a une opportunité de vraiment créer un succès au box-office, quoi. Et ils ont eu du flair, parce que ça a permis que plus de gens aussi découvrent le cinéma japonais en soi. Bien sûr, voilà. bien sûr. Se dire, ah oui, c'est vrai qu'on peut faire des blockbusters, enfin, je pense surtout au public américain, tu vois. Où il y en a plein qui étaient sur le cul, on se dit, waouh, mais c'est un film de fou. Ah, mais c'est à ça que ça ressemble un film Godzilla, en fait. Un bon film Godzilla. Après, il y a le Godzilla de 2014 qui est bien, mais on va dire que depuis quelques années, on n'est pas forcément bien servi. Autre film A24, donc on continue sur une bonne lignée. Love Lies Bleeding, voilà. Donc. De Rose Glass. Oui. Ouais. Avec Kristen Stewart, donc, qui joue une américaine qui travaille dans une salle de sport, qui va donc commencer à fréquenter Jackie, une bodybuildeuse incarnée par Cathy O'Brien, ouais. qui va avoir quelques soucis avec le fait de prendre des substances pour devenir des substances dopantes, effectivement, tout simplement. Et en parallèle de ça, on a comment il s'appelle ? Ed Harris avec sa fabuleuse calvitie, combo calvitie cheveux longs. Voilà, qui est, on va dire, le mafieux, enfin le gangster du coin, et qui s'avère être le père de Kristen Stewart. Qui cache des corps, qui cache des secrets, voilà. Et où tout va être révélé, où ça va complètement tomber en lambeaux, toute la vie de tous les personnages qui va chuter dramatiquement. Toutes ces complications vont mettre à l'épreuve la relation entre Lou et Jackie. Et c'est un film, ouais, c'est une histoire d'amour, le film. Mais avec le côté gangster bouseux du fin fond de l'Oklahoma des années 70. Et qui, à la fin, part dans un registre totalement fantastique aussi, sans vouloir en dire un peu plus. Enfin, sans vouloir en dévoiler trop. Une vraie réussite, en tout cas. J'ai bien aimé aussi. De mon côté, ouais. Pas dans mon top, mais pas mal placé aussi. Pour comparer les 2 films, c'est 2 films qui se passent dans une certaine époque de chacun de leur pays, où tout va se voir ravager à différentes échelles, l'échelle carrément de ville ou d'un pays, dans le cas de Godzilla, et l'échelle de vie importante, intéressante quand même dans Love Lies Bleeding. Ça parle beaucoup de précarité en fait, parce que tu as la précarité de l'après-guerre, où quand tu as tout qui est détruit, qu'il n'y a plus de ressources ou quoi, d'organisation, et la précarité des petites villes américaines où tu as peu pour survivre, où certains ils n'ont que leur passion ou leur corps, que ce soit Jackie qui a que la muscu, ou même le personnage de Daisy, il me semble, qui est la prostituée du coin, qui malheureusement n'a pas grand-chose, et elle se rattache à une histoire d'amour illusoire entre elle et Lou, ce qui va créer encore plus de problèmes. Ouais. Donc c'est intéressant, voilà, c'est comment tu surmontes des traumas, des opportunités pour essayer de te créer une vie meilleure, malgré un contexte de vie qui n'est absolument pas propice, quoi. En numéro 7, nous retrouvons donc Gladiator 2 et Iron Claw. Slave could take revenge against an emperor. You're pushing too hard. I'm fine, kid. Seriously, I'm just saying. You have something in you. I knew it from the start. Did you now? Rage. It's the only thing that matters to me. The Bonner will forever be the greatest family in the history of wrestling. Des gros muscles, donc thématique commune, les gros muscus. Et la baston, la bagarre. La bagarre. Bon, une plus mortelle que l'autre. Un peu. Quoique. Quoique. Alors, je vais commencer avec Iron Claw, quand même, film de catch. Moi qui ne suis pas le catch, qui n'y connais quand même pas grand-chose en catch, j'ai vraiment été captivé par cette histoire, tout simplement, parce que ça ne parle pas de catch, ça parle avant tout de la famille, de cette famille de catcheurs qui sont tous destinés à devenir des catcheurs, même quand tu te dis, lui, il va quand même pas finir catcheur, si, t'inquiète. Si, parce que papa a dit que tu serais Parce que papa, il a dit que tu seras catcheur. Merde, voilà. Tu veux faire les Jeux Olympiques? Non, tu fais catcheur. Tu veux être comptable? Tu fais catcheur. Et le pire, c'est que c'est une histoire vraie. C'est une histoire totalement vraie. La famille Von Erich. Et avec tous les membres de cette famille qui sont destinés un peu à mourir de manière tragique. Et avec Zac Efron qui joue l'un des fils de cette famille. Il joue l'aîné.
voilà, qui pour le coup, lui, est vraiment passionné de catch à l'origine, qui va toujours se demander si c'est vrai cette malédiction, s'ils sont tous maudits, si tout ça. Et pour le coup, Zac Efron est vraiment incroyable. Déjà, il est très musclé. Mais il a une performance... C'est vraiment non, mais déjà, sa musculature est impressionnante. Oui. Déjà. Et oui, après, au niveau performance, effectivement, il nous arrache les larmes. Il brise le cœur. Ah oui. Et, le fait de survivre à tous ses frères. Et donc, avec cette question éternelle, est-ce qu'il va finir par les rejoindre ? Est-ce que non Quel but tu as dans ta vie, en fait, quand ta vie, c'est ta famille et que tu n'as plus de famille ? C'est ça. Et il y a cette scène finale avec le bateau. Ouais. Pour ceux qui n'ont pas vu, voilà, vous en saurez. Il y a un bateau à la fin du film. Voilà, mais... Si vous voyez de quoi je parle, voilà, tu te dis bon, c'est pas le film feel good, voilà. Non, ouais, et puis voilà, c'est pas un film qui parle de catch. C'est vraiment un film qui se repose sur le milieu du catch pour nous raconter une histoire incroyable, sans l'avoir pour thématique principale. De toute façon, les meilleurs films de sport, c'est des films qui font voilà, ça, en fait. C'est comme Rocky. Rocky n'est pas un film de boxe, c'est Non. un film qui parle de la boxe. Mais c'est un film sur la vie, bordel. Et Gladiator 2 qui, pareil, a pour thématique très importante la famille. L'héritage, aussi. voilà. L'héritage. Projet très casse-gueule, s'il en est un, où on te dit, ouais, Ridley Scott, tu vas faire Gladiator 2. Ah bon. Ok. Gladiator 2 qui revient sur une ancienne licence. La dernière fois que ça a donné ça... Voilà. Alien Covenant. Voilà, et Prometheus. Bref, et du coup, il y avait de quoi être inquiet ou sceptique quant au projet. Et dès qu'il y a eu les premières annonces de casting, je me suis dit, ah, ok. Première bande-annonce, je fais, ah, ok. Et le film est sorti. Et j'ai fait, ouais, ok. Plutôt sympa. Top 5. Top 7, comme ça. Top 7. Surtout, le générique, j'ai adoré. Générique. Le générique où on reprend le premier film, la fin du premier film, en illustration, enfin en animation. Ah oui. Qui est animé de la même façon que le générique de sa société de, tu sais, Scott Free, là. Avec, ok. En fait, c'est parce que c'est le même artiste qui a fait les deux. Sûrement. Et dès le générique, avec la musique, j'étais dedans. Je me suis dit, ah ok, ça va être sympa. Et je trouve que c'est un bon blockbuster. Alors forcément, il n'est pas aussi bien que le premier. Mais pour moi, il y a des trucs qui élèvent vraiment le film, que ce soit Denzel Washington qui vole la vedette, hein, comme à chaque fois. Les scènes d'action qui sont, pour le coup, vraiment très bien foutues. Et toute la relation entre Pedro Pascal et Paul Mescal. Donc Pedro Pascal qui est un général romain et Paul Mescal qui est le protagoniste du film, hein, donc le gladiateur susnommé. Paul Mescal qui a eu une très belle année aussi avec son rôle dans Sans jamais nous connaître. Oui, c'est ça. Très beau film qui aurait mérité d'être dans le top, qui ne l'est pas pour des raisons aléatoires. Et Gladiator 2, donc, dans deux registres très différents. On a le film d'auteur et le gros blockbuster vénère. Surtout dans Sans jamais nous connaître, il joue un personnage très sensible, très doux, complètement à l'opposé de cette montagne de testostérone qu'il est dans Gladiator 2. Mais il a une certaine sensibilité, subtilité qui rend son personnage intéressant et qui le rend différent de Maximus. Parce que moi j'avais un peu peur que ce soit juste un Maximus numéro 2. Littéralement. Ce qui l'est un peu, mais on va dire pas forcément dans l'acting. Et non, j'ai bien aimé, franchement j'étais bien content, un bon blockbuster, en plus je suis allé voir avec ma famille, donc c'était sympa. Pour le coup, Gladiator 2, j'avais plutôt bien aimé le film quand je l'avais vu, parce que j'avais pas trop le film original en tête. Gladiator 1, ça fait très longtemps que je l'ai pas vu, je l'avais vu en 6ème en cours d'histoire. Ouf, ah oui, d'accord. Et donc, pour le coup, alors j'ai pas revu Gladiator 1, mais j'ai entendu des gens en parler, et pour le coup, apparemment, c'est quand même vraiment la même histoire, quoi. Et j'avoue que ça m'a un peu fait baisser mon estime pour le film, que j'avais trouvé plutôt sympa. Enfin, franchement, j'ai passé un très bon moment, les scènes d'action sont fous, les singes en 3D sont très bizarres, mais ok. Je crois qu'il manque de poils, en fait. Non, il manque de... Enfin, c'est pas des singes, juste ils ressemblent pas à des singes. Ah ok. Enfin, ou je sais pas quelle race de singe je sais, mais j'ai jamais vu un singe qui ressemble à ça. Hein. D'accord. Vu que c'est Ridley Scott qui l'a fait et que c'est très aléatoire le niveau de qualité de ses films, dernièrement, on pouvait s'attendre au pire comme au meilleur. Et je pense qu'on est plus proche du meilleur que du pire. On est plus proche, on va dire, du dernier duel que de House of Gucci ou Alien Covenant. Ouais, on va dire ça. En numéro 6, nous retrouvons donc The Substance et Challengers. La musique est trop cool, bref. One single injection unlocks your DNA and will release another version of yourself. You were incredible today. To have a fashion line, a foundation.
Would you like to start? Would you like to start? Would you like to start? Alors je vais commencer par Challengers parce que du coup on l'a vu tous les deux et Oui. The Substance je ne l'ai pas vu pour le coup. Ça fait partie des films que j'ai ratés en fin d'année malheureusement. Challengers, film sur le tennis qui ne parle pas de tennis du coup, qui est franchement cool. Alors le tennis c'est un des films qu'on retrouve le moins au cinéma. Un des sports qu'on retrouve le moins au cinéma. C'est extrêmement compliqué à filmer. Du tennis, parce que le tennis, j'adore le tennis, mais c'est extrêmement chiant en soi comme sport, enfin c'est pas ce qu'il y a de plus passionnant quoi. Et je trouve que Luca Guadagnino réussit extrêmement bien à filmer ça avec une caméra qui va dans tous les sens, qui marche avec la musique en plus, qui est complètement électro-pop, qui va dans tous les sens aussi. On pense surtout à la scène de fin. Surtout la scène de fin, donc ce duel, cet affrontement de regards, de machin, et puis qui se joue aussi avec la balle de tennis qui va dans tous les sens, la raquette on la suit, on est sous le terrain, on est au-dessus, on est partout. C'était assez passionnant. Mais qui, au-delà de ça, traite surtout d'une histoire d'amour, d'un triangle amoureux entre Zendaya et les deux garçons qui s'affrontent au tennis. Entre l'un où on suit à plusieurs époques, l'époque moderne, où il y en a un qui a une vraie carrière dans le tennis, l'autre qui joue que des challengers, du coup des petits matchs, donc pas les tennis, des petits tournois quoi. Voilà, pas les tournois ATP, les tournois challengers, et qui se retrouvent pour se réaffronter après tant d'années, après tout ce qui s'est passé, et du coup on découvre tout ce qui s'est passé. Des relations qui se font, qui se défont. Certaines personnes qui ne prétendent plus être amoureuses ou attirées, mais qui le sont encore, mais que ça va dans tous les sens en soi. Et c'est ça qui est intéressant, parce que ça aurait pu être juste un triangle amoureux où, en fait, les deux mecs qui convoitent la fille. Et en fait, non, ils se font des bisous eux aussi. Et alors voilà. qu'à la base, ils sont potes. Mais du coup, ça rend plus intéressant, parce que ça amène plus de dynamique, plus de rebondissements, notamment la fin qui est incroyable. Ce sont notamment tous ceux qui ont vu le film, vous savez, la façon de placer la balle sur la raquette est très importante avant de ça, c'est un truc de fou, parce que tout ce que tu peux envoyer comme un message juste en plaçant une balle au niveau d'une raquette avant de servir. Accompagné avec la BO, donc tu l'as déjà dit, qui est incroyable, de Trent Reznor et Atticus Ross. Là, on peut le rapprocher un peu de The Substance. Donc The Substance, qui est le second film de Coralie Farja, réalisatrice française, qui parle en fait d'une star de film qui arrive à la cinquantaine et qui se fait virer de son émission de fitness, parce que déjà elle était plus trop au cinéma. Et là, 50 ans, c'est fini. Donc elle se dit merde, mais en fait je suis plus rien. Je suis vieille. Je suis demi-ours et je suis moche et dégueulasse. Non, pas du tout. Et non, parce qu'elle a gagné un Emmy Award, le premier de sa carrière. Un Golden Globe. Rien à voir. Mais bref, il y a tout ce discours sur la version, sur le patriarcat, sur le fait que les femmes ont une, entre guillemets, date de péremption concernant qu'on les mette à l'écran ou non. Et elle va apprendre l'existence d'une espèce de remède qui s'appelle la substance, qu'elle doit s'injecter et qui lui permet de donner naissance à un corps jeune, un corps parfait. Et tout le truc, c'est de respecter l'équilibre entre passer une semaine dans son corps de rêve jeune et passer une semaine dans son propre corps, donc son corps original vieux. Et c'est un film qui joue sur la dualité, la schizophrénie, l'acceptance de soi, en fait, l'acceptance, l'acceptation de soi, oui, pardon, le reflet monstrueux qu'on a de soi-même. J'en pense à cette scène où justement elle a plus confiance du tout en elle, mais elle a un date avec un mec qu'elle connaissait du lycée et en fait, juste avant d'y aller, elle se regarde dans le miroir et elle se dit non, ça va pas. Elle y va, je reviens dans le miroir, ça va pas. Et en fait, tu la vois, mais tu te dis non, mais tu es parfaite, ma chérie, tout va bien. Et non, mais en fait, elle est tellement matrixée par son corps de rêve, l'image qu'elle a d'elle-même que elle ne s'accepte plus en fait, elle se déteste. Et c'est un truc où beaucoup de gens, notamment des femmes, même des hommes, peuvent s'identifier. C'est toutes les attentes qu'on a, de fait, surtout dans les métiers où il faut être beau, il faut être jeune. Métier d'image. Où l'image de soi est plus importante que le reste. C'est ça, notamment que le producteur de son émission qui la vire, il est dégueulasse, quoi. Il y a ces gros plans, il mange des crevettes, ça joue sur son aspect, il est toujours filmé en courte focale, il est moche et tout. Ça verse très vite dans le body horror, je vais pas trop en dévoiler pour le coup, parce que c'est vraiment un film à voir. Alors c'est pas pour tout le monde, faut pas manger en même temps, mais c'est vraiment super. Je trouve que
Il y a beaucoup de gens qui ont dit « Oh, oui, non, mais The Substance, ça ne raconte rien de nouveau, enfin. » Ouais, mais c'est tellement... Peut-être, mais c'est tellement jusqu'au boutiste et tellement... on va dire grossier, mais dans le bon sens du terme. C'est un peu comme Terrifier, en fait. C'est que c'est vraiment tellement gore que... Et là, c'est tellement dégueu, tellement jusqu'au boutiste dans son message que ça a un peu un vent de fraîcheur. Et je suis content que c'est un super hit, que ça ait atteint, t'en as parlé, des Golden Globes, où généralement les performances dans les films d'horreur sont pas récompensées. Et là, Demi Moore l'a été, et à juste titre, parce qu'elle est vraiment très bonne dans le film. Avec toute la symbolique aussi que Demi Moore, elle a plus forcément autant de rôles qu'avant. Voilà. Que elle aussi, c'est un film qui avait l'air très personnel aussi pour l'actrice Demi Moore. Et surtout, en plus, c'est l'ego, parce que Demi Moore, il faut savoir, je pense, mettre son ego de côté, parce qu'il y a des trucs qu'elle fait dans le film où tous les acteurs n'auraient pas fait ça, tu vois. Ouais. Et elle a vraiment pris le rôle à bras le corps. Vraiment un très très bon film, un gros coup de cœur, quoi. Un des rapprochements que je peux faire avec Challengers, c'est le côté, voilà, quand t'as une carrière, en fait, qu'est-ce qui fait ta carrière ? Qu'est-ce que tu laisses ? Qu'est-ce que tu mets en jeu ? Et on va dire la musique qui est très électropop. Et à quel moment t'es dépassé aussi ? Voilà, à quel moment à quel moment il faut lâcher prise, en fait, à quel moment tu vas trop loin et tu penses faire les bonnes choses, mais en fait tu ne fais qu'empirer. Voilà, c'est très intéressant et je veux pas trop en parler, on reste vague évidemment, mais regardez The Substance et regardez Challengers. C'est vraiment des bons films. En numéro 5, nous retrouvons donc L'amour ouf et Dali. T'es fou de le déranger comme ça, tu sais qui c'est ? Je veux t'avoir Jackie. Elle est mariée et elle est heureuse. Je ne vous entends pas, là, en ce moment même, il y a une pluie de chiens morts. Est-ce que penser à toi, c'était m'inquiéter pour toi ? Et c'est qui, Steve ? C'est Henri. Tu as gâché toute ta vie comme ça. C'est pas ma vie, ça ! Deux films français, tout à fait. Un film de Quentin Dupieux qui est à son prime en ce moment, qui sort banger sur banger, qui a sorti 2 films cette année, avec notamment le deuxième acte, que je mets aussi un petit peu dans le top avec Darlie. Pour moi, les deux sont très très réussis pour plein de raisons différentes. On a Quentin Dupieux qui s'attaque à des sujets, c'est-à-dire que c'est plus des... Il a tendance à vouloir dire qu'il fait des films où il n'y a pas de fond. C'est faux, je pense. Ça n'existe pas. Il s'en rend peut-être pas compte, mais c'est des films qui parlent vraiment de l'état actuel ou de plein de situations. En tout cas, Dali, avec ces 6 A dans Dali, puisqu'il y a 6 acteurs qui incarnent Dali de façon très différente, avec notamment Jonathan Cohen qu'on voit beaucoup, mais aussi Gilles Lelouch qui est hilarant dans cette scène de repas. On retrouve beaucoup de ce qui fait du Quentin Dupieux, beaucoup d'absurde, vraiment dans tous les sens, des scènes qui vont à l'endroit à l'envers, un montage qui part un peu dans du n'importe comment, un Dali du coup qu'on voit à plusieurs âges de sa vie. J'ai pas grand chose à dire, enfin, c'est compliqué de parler de ce film en soi, mais c'est juste un pur régal, très 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 drôle, une vraie réussite en tout cas. Tu parlais de Gilles Lelouch, oui, qui a réalisé L'amour ouf, transition de fou. Ah, c'est pas vrai. Transition de ouf. Que moi j'attendais sans plus, je me suis dit, ah ok, un film de 3 heures, 2h40 et tout, fait avec le casting de fou quand même. Puis je dis, ok, pourquoi pas. Et j'avais vu les premières images, je me suis dit, ah, ça a de la gueule. Ah, c'est une sacrée gueule. Ça a une photographie, on va dire, différente des autres films. Enfin, je m'attendais pas à ça. Je me suis dit, ah, ça peut être sympa. Et gros coup de cœur, le film. Et j'ai eu plusieurs critiques qui disaient, c'est très cliché, c'est très machin. Et je peux comprendre, et je suis un peu d'accord. C'est vrai que l'histoire en soi est un peu cliché. Mais pour moi, c'est tout leur... Pardon, on dirait que je veux te faire... Non, pardon. C'est très cliché, mais je trouve que la forme du film, le style de montage, la mise en scène, en fait, et il y a un peu une idée à chaque plan. C'est-à-dire qu'il y a toujours des caméras, des mouvements de caméra un peu chiadés, tout ça. Alors ça fait un peu... Paul Thomas Anderson. Non, ou je sais pas, tu vois, un peu le mec qui sort d'école de cinéma, il fait son court-métrage, il met toutes les idées qu'il a vues, tu vois. Et c'est un peu ça, mais c'est ça que j'aime bien, c'est que le film est généreux. Oui. Et ça en fait un énorme casting aussi. Une très bonne expérience, de très bonnes interprétations. Surtout Alain Chabat, je le trouve très touchant. Oui, Alain Chabat, il est incroyable. Adèle Exarchopoulos et François Civil sont très bons. Ouais. Et les acteurs qui jouent leur version jeune sont très très bons aussi. Et alors c'est un parallèle qu'on peut dresser entre les deux films, c'est que on a plusieurs acteurs qui incarnent les mêmes personnages à différents stades de leur vie. Voilà.
Et non, c'est vraiment un gros coup de cœur, la BO, la musique, évidemment, tout le choix. Moi, tu mets du Daft Punk dans un film, je suis content, de toute façon. C'est vrai. Mais non, vraiment un gros coup de cœur et j'ai hâte de le revoir. L'amour ouf sur la... C'est un film qui est très naïf, mais qui est fait par... c'est une naïveté pour autant d'un mec de 50, 60 ans, par là. Et du coup, je trouve ça un peu mignon, c'est un peu touchant quand même. Oui, il y a quelques retournements dans le film qui sont bienvenus aussi. On va pas trop en dire parce qu'on va pas vous spoiler. Mais voilà, il y a des moments dans le film où tu fais « Oh, ah, sympa !» malgré, on va dire, certains clichés. Mais voilà, très sympa, de bons films français. Ah, le cinéma français cette année, il était très riche en tout cas. Ouais, voilà, on a bien mangé. Même si certains les mettent dans leur flop alors que c'est des vraies réussites, mais... Je vois pas de quoi tu parles. En numéro 4, nous retrouvons... Anora. Et vampire humaniste cherche suicidaire consentant. Let's go. Non. No, I'm eating my food. T'as juste à choisir ton préféré. Je vais te l'accrocher puis je vais te montrer comment le vider. You're killing me. He's a Spaniard. Come on, let's go. Moi, j'aime pas la vie. Ça me ferait plaisir de la donner pour une bonne cause. We are married. They're gonna have to accept that. Qu'est-ce qui me dit que la prochaine fois, ce sera pas un camarade qui va s'en prendre? Mon fils, c'est pas un meurtrier. Ah, le titre est très long. Ouais. Donc Anora de Sean Baker. Anora qui a eu la Palme d'Or cette année. Ouais, très surprenant. Très surprenant en voyant le film de se dire... Je vois pourquoi ils ont mis la Palme d'Or, mais c'est surprenant que pour autant ils mettent la Palme d'Or à ce film. Oui, tu te dis c'est pas le genre de film que Cannes forcément, ouais. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Bien sûr. Et donc Anora qui raconte l'histoire de Anora qui est une travailleuse du sexe, donc une stripteaseuse / escort, qui vit à New York et qui un soir va se retrouver à travailler pour le fils d'un oligarque russe parce que elle parle russe couramment parce qu'elle est d'origine ukrainienne je crois. Et du coup, ça aide, elle peut aller avec lui. Sauf que, très vite, ils vont développer une histoire, se marier en 24 heures. Et elle se dit, ok. Sans l'accord des parents. Conte de fées, génial. J'ai ma vie, je suis sécure, je suis marié avec un... Très amoureuse, tout va bien. Nickel. Sauf que ça va partir très vite en live quand le père du jeune là va se rendre compte que attends, tu t'es marié avec une prostituée, on fait pas ça, on est une bonne famille. Non. Et il va envoyer ses hommes de main. Tu reviens en Russie, tu viens travailler chez papa aussi. Voilà, il va envoyer ses hommes de main pour essayer de casser ce mariage et c'est hilarant. Franchement, ouais, je m'attendais pas du tout. Honnêtement, les bandes annonces avaient mal vendu le film, je trouve, parce que moi ça m'avait pas donné envie. Et honnêtement, Anora, on a beaucoup rigolé dans la salle, on l'a vu ensemble en plus. Ouais. Mais c'est très touchant aussi, c'est-à-dire qu'il y a des moments où tu t'attaches très vite au personnage d'Anora en fait, parce que tu vois qu'elle fait tout pour se raccrocher au peu qu'elle a, parce qu'elle a rien dans la vie quasiment, et dès qu'elle peut avoir des miettes, elle s'y accroche, quoi, ce qui est totalement compréhensible quand on te donne accès à une vie de luxe et qu'on te dit ça peut être ta vie, que forcément tu fais tout ce que tu peux. Et je trouve que tous les personnages sont vraiment hilarants, que ce soit même les hommes de main. Les hommes de main qui n'ont pas le droit de toucher, et du coup ils sont juste en mode non, s'il te plaît. On n'a pas le droit de. Parce que ça, tu t'attends à ce qu'ils soient des violents. Et en fait, non, on s'attend vraiment au cliché du gorille qui va arriver et qui va mettre des torgnoles. Et en fait, non, il est tout gentil, il est même un peu fragile. Voilà. Et c'est très très drôle quand l'autre il est shooté au médoc ou je sais plus quoi. Enfin bref. C'est vraiment très très drôle. Ça raconte beaucoup de choses très intéressantes et qui sont un peu graves quelque part. Mais c'est un gros coup de cœur. On va dire Palme d'Or mérité. Bon, j'ai pas vu les autres films en compétition, enfin pas tous en tout cas. Mais voilà. Il y avait Megalopolis. Waouh. Mais ouais, un énorme coup de cœur. Pour le coup, Vampire humaniste cherche suicidaire consentant, qui est aussi une comédie. Les deux sont des comédies dramatiques, c'est-à-dire que ça n'a pas forcément. C'est pas un petit truc en plus. C'est ça, on rigole des situations qui se passent. Mais en soi, ça n'a pas une volonté d'être comique. Enfin, bon, on s'est compris. Donc, Vampire humaniste cherche suicidaire consentant, je vais le dire en entier à chaque fois. Non, tu dis Vampire humaniste. Qui est donc un film de vampire, le premier film de vampire qu'on va voir dans ce top. Qui est un film québécois qui raconte l'histoire d'une famille de vampires dont la fille la plus jeune, Sacha, est dotée de compassion et donc refuse de tuer des humains. Et donc elle est obligée de se nourrir uniquement de poches de sang. Voilà, comme le... Comment ça s'appelle pas le Candy Up, mais le Capri Sun. Ouais. Voilà, elle a son petit Capri Sun de sang. C'est ça. Et
Et donc, à un moment donné, les parents vont lui couper les capricènes si elle ne se met pas à chasser elle-même. Et donc, elle va commencer à chercher des gens qui sont déjà prêts à mourir pour pouvoir les exploiter, tout simplement. Il va faire la rencontre d'un jeune garçon. Suicidaire. Voilà. Et consentant. Et ils se disent, une relation va se nouer entre les deux. C'est ça, c'est un peu une histoire d'amour, mais sans être une histoire d'amour. C'est très platonique. Ouais, et vraiment, c'est un film qui m'a fait du bien, que j'ai trouvé très, très beau. C'est tout mignon. La fin notamment est vraiment absolument magnifique dans les hôpitaux. Même la scène où ils écoutent le vinyle. Comme ça, je trouvais ça très mignon. Enfin, ça parle de sujets graves quand même, parce que le suicide c'est quelque chose de grave. Et les vampires c'est un sujet grave, hein, on n'en parle pas assez, mais voilà. Mais je trouve que c'est fait avec une tendresse, une sincérité. C'est drôle aussi, on l'a dit, c'est une comédie. Ah ouais, c'est super drôle. Mais voilà, c'est le dernier film que j'ai vu en 2024. L'ouverture avec le clown qui se fait démolir. Voilà, qui est la source du trauma de Sacha en plus. Et oui. Mais non, franchement, coup de cœur. Pas dans le top personnel, mais pas loin. Ouais. Et je comprends pourquoi tu l'as mis aussi haut. Et puis, aussi, c'est hyper original. Je veux dire, les vampires, c'est un truc qu'on a vu et revu au cinéma. Et d'avoir cette idée d'un vampire humaniste, d'un vampire doté de compassion. J'ai trouvé ça juste génial. Et d'un vampire québécois, vous en connaissez beaucoup des vampires québécois. Et on a eu un autre film de vampire aussi cette année, un film français, En attendant la nuit ou un truc comme ça, que j'avais pas trouvé terrible justement parce que je trouvais que c'était très banal comme film de vampire et que ça traitait pas de grand chose. Et en tout cas, Vampire humaniste, cherche suicidaire consentant, une très très belle réussite. Faut toujours le rattraper, il est sur Canal+. Voilà, 2 films qui ont séduit le public en étant des drames comédies, des comédies dramatiques, en tout cas qui parlent de sujets graves et d'histoires d'amour. Voilà. Plus ou moins. Plus ou moins. En numéro 3, on entre sur le podium. Ouais. Avec Alien Romulus. Et Kinds of Kindness. Quoi ? Je déconne pas, il y a un truc dans l'eau. Quoi ? Quel truc ? Je sais pas ce que c'est, il y a un truc dans l'eau, putain. She asked me to fuck her in my uniform, and it hit me hard. We didn't, obviously, fuck. Qu'est-ce qu'il fait là, Alien Romulus ? Je suis un immense fan d'Alien. C'est mon film préféré. Et on va dire que les derniers films d'Alien, c'était pas trop ça. Entre Prometheus et Alien Covenant. Voilà. Donc, on m'a dit, un nouveau film Alien. Je fais, on m'a dit, non, mais c'est fait par Fede Alvarez, qui a fait le Evil Dead de 2013 et Don't Breathe. Donc, le film avec les cambrioleurs qui se retrouvent face à un vétéran totalement fou, aveugle. 2 films que je trouve très bons, mais surtout qu'en plus, je me suis dit, tiens, Fede Alvarez, il a su s'approprier Evil Dead, est-ce qu'il saura s'approprier Alien ? Et il l'a fait. Pour moi, Alien Romulus, c'est un très bon mélange entre le premier et Aliens, donc le deuxième, tout en ajoutant des petits trucs par-ci par-là, les personnages, des idées de mise en scène, tout ça, en étant un peu méchant. Et franchement, gros coup de cœur, et ça m'a fait du bien, parce que je me suis dit, putain, je pourrais pas supporter un autre film Alien à chier au cinéma, et j'étais super content, je suis allé le voir 2 fois au cinéma. Ah ouais ? Ouais. Et non, très conquis. Franchement, j'étais content, ça fait du bien. Et quand même un peu déçu de mon côté. Enfin, je l'ai trouvé très sympa. Franchement très sympa, réussi. Et c'est vrai que les films Aliens, chaque film Alien, même Prometheus et Covenant, arrivait à rajouter plein d'idées, plein de trucs, avec plus ou moins de réussite. Et celui-ci, effectivement, on s'y retrouve, on a l'impression de voir un film Alien, d'avoir un cahier des charges Alien, de qu'est-ce qu'on doit trouver dans un cahier des charges, enfin dans un film Alien, on doit trouver ça. Ouais. On le retrouve dans le film, avec, si quand même, alors, niveau photographie, par contre, c'est magnifique. Au niveau de la photographie, ça, j'avoue, je l'ai vu en IMAX en plus, et c'était absolument somptueux. Les plans sur les planètes à l'extérieur, sur la ville au début, puisqu'on démarre sur une colonie, une colonie ouvrière, qui nous permet un petit peu de voir un petit peu ce qui était en toile de fond, aussi dans les autres films Aliens, avec la Weyland Yutani,
Parce qu'on voyait que les exploitations spatiales, plus ou moins, ou alors abandonnées comme dans Aliens, mais là on voit voilà, comment ça fonctionne, c'est quasiment de l'esclavage, quoi. Très sympa en tout cas, Alien Romulus, de là le mettre dans le top, peut-être pas, mais... Bah, ça c'est mon côté fanboy. Ça c'est le côté fanboy bandeur d'Alien. Voilà, c'est ça. Et d'un côté, je comprends que le film ait pris peut-être moins de risques que ce que certaines personnes auraient voulu, parce que, voilà, faut pas oublier que le dernier film Alien, c'est Alien Covenant, donc c'est en 2017. Il a pas fait un si bon score que ça, et il avait un budget quand même conséquent. Là, il a coûté 80 millions de dollars à faire, il en a rapporté 300 ou 400 millions. Donc c'est un très bon succès, et je peux comprendre que c'est un peu comme Prey, c'est-à-dire que Prey c'est un très bon film Predator, et certains ont dit ils auraient pu prendre peut-être plus de risques. Oui, mais tu remets... C'était un cahier des charges. Voilà, Prey arrivait après The Predator qui était nul à chier, et voilà, et donc voilà, de dire ok, on va retenter de voir est-ce qu'on peut faire un truc suffisamment novateur, mais suffisamment... Voilà, on met un peu les pantoufles, tu vois, t'es à la maison, si le public adhère, pourra faire des trucs peut-être un peu plus... osé, plus expérimental. Je comprends la stratégie parce que tu joues beaucoup, c'est-à-dire que là, si tu refais un film Alien et qui se plante, la saga elle est quasiment terminée, surtout qu'en plus cette année, il y a une série Alien qui sort, chapeautée par le mec qui a fait la série Fargo, qui est très très bien. Donc j'ai hâte de voir ça. Et il y a des rumeurs comme quoi il y aurait un nouveau film Alien vs Predator en préparation. Ouh. Et où ça serait les mecs qui ont bossé sur Prey et Alien Romulus qui seraient dessus. Donc tu fais ça, mais un bon film, on peut bien manger. Voilà. Parce que pour le coup, on se satisfait beaucoup plus d'un Alien vs Predator qui serait juste un cahier des charges que Alien vs Predator 2. Voilà, on ne voit rien. Dans mon cas, on va parler de Kinds of Kindness, du coup. Ce film à sketch, 3 histoires racontées par Yorgos Lanthimos, qui, avec Emma Stone. Ça fait 3-4 films qu'il fait avec Emma Stone. Un duo qui marche bien. Pareil, ils se sont bien trouvés. Donc 3 histoires qui traitent d'une thématique commune, qui est donc la toxicité, qu'on peut retrouver aussi dans Alien Romulus, dans une certaine forme, beaucoup plus littérale, parce que le sang des aliens est toxique. Même l'entreprise, la Weyland-Yutani, oui, tout à fait. Ce qu'elle fait de ses travailleurs. Cette idée d'exploitation, il y a beaucoup ça. On a une histoire... Alors c'est quoi les 3 histoires? On a une... Je l'ai pas vu, donc... Du coup, dans les 3 sketchs, enfin dans les 3 films, puisque c'est 3 heures, c'est 3 films de 1 heure en fait, on retrouve à chaque fois William Dafoe, Jesse Plemons et Emma Stone. Okay. Et Margaret Qualley. Oui. Et ça part complètement en vrille dans chacun des films. Il y a un moment donné où il y a que des chiens. Je me souviens de ça, où il y a des chiens dans une voiture. Bref, c'est du Yorgos Lanthimos, c'est complètement barré, ça va dans tous les sens. C'est un régal absolu. Par contre, si vous n'entrez pas dans le délire dès le début, vous passez 3 heures horribles. Si vous comprenez le délire, si vous adhérez complètement, et que vous comprenez l'idée en fait de comment ces films se rejoignent autour d'une même thématique commune, vous vous régalez pendant 3 heures et ça passe tout seul. Mais voilà, film un peu risqué en tout cas, mais Yorgos Lanthimos actuellement c'est quand même un des meilleurs réalisateurs récents. Et il sort un film cette année. Et il fait que sortir des films, il sort tout le temps. Mais franchement, qui continue, il a une patte qui est très très marquée depuis même ses premiers films qu'il faisait en Grèce. Franchement, chapeau l'artiste, une vraie réussite. Pareil pour Things, qui est sorti cette année en France. Alors, il est un peu descendu au fur et à mesure de l'année, parce que on l'a vu en janvier, donc voilà, c'était dur des fois de le placer par rapport à d'autres films, mais on aurait fait un top 15, il aurait été dedans. Ouais. Très bon film. J'ai pas vu Kinds of Kindness, mais voilà, en soi une bonne année de la part de Lanthimos, et on a hâte de voir ce qu'il va nous proposer en 2025 avec Bugonia. Toujours avec Emma Stone, Jesse Plemons et compagnie. On change pas. En numéro 2, on a Furiosa et Nosferatu. Furiosa! We've come too far. I want them back. Its desire is to consume all life on Earth. Donc pareil comme Yorgos Lanthimos, Robert Eggers qui
de temps en temps arrive avec un gros film maintenant, il ne fait plus que des gros films, et un réalisateur nouveau, récent, mais qui nous sort banger sur banger en fait finalement. Moi les films de vampires à la base, j'aime pas trop ça. Les films de Dracula, ça me parle pas. Et Nosferatu, c'est à peu près la même histoire. C'est les films Dracula, les films Nosferatu, les films La Belle et la Bête, hein, c'est toujours un petit peu la même histoire. Mais Nosferatu, ça a vraiment un côté plus prestigieux, on va dire, plus auteur que Dracula. Je n'aime pas du tout, par exemple, le Dracula de Coppola. Mais pour le coup, ce Nosferatu, j'ai adoré. J'ai vraiment été complètement porté par l'ambiance, par la direction artistique de Robert Eggers et de son chef opérateur. Je suis totalement d'accord avec toi. Qui se remarque dès le premier plan à chaque fois. En fait, si vous avez vu un film de Robert Eggers et que vous en voyez un autre, vous savez immédiatement. Ça ne veut pas dire qu'il se répète. Au contraire, c'est juste qu'il y a une patte qui est très marquée et qu'il arrive à insuffler à plein d'histoires complètement différentes. Et voilà, juste complètement prenant. Bill Skarsgård, qui a enfin un très très bon rôle en Nosferatu, avec sa superbe moustache. Ouais. C'est bien qu'ils aient pas révélé son look. C'est cool. En fait, si tu voulais voir à quoi il ressemble, fallait aller voir le film. Bon, maintenant tu l'as sûrement sur TikTok ou je sais pas quoi, mais on va dire de base, fallait voir le film. Et pourtant, projection assez particulière parce que j'ai vu le film 2 fois et la première fois, on est parti de la séance avec mon pote après 20 minutes de film parce que c'était le bordel dans la salle. C'était des gens qui étaient venus voir le film, je pense, en s'attendant à un film d'horreur où on pourrait un petit peu rigoler devant et qui n'ont pas compris que non, c'est pas un film d'horreur bateau, c'est un film d'auteur. C'est un film de Robert Eggers. Et c'est un film de Robert Eggers, donc vous m'avez gâché la séance, les 20 premières minutes, je n'ai rien suivi. Il ne les rattrapera jamais. Mais au moins la deuxième séance, c'était beaucoup mieux. On était moins dans l'ambiance avec les téléphones qui sonnent et les gens qui parlent. Mais deuxième projection, en tout cas, j'ai vu le film en entier. Et c'était génial. Je suis d'accord avec toi, c'est parce qu'il est aussi dans mon top, Nosferatu. Pareil, les films de vampires, ça peut être très bon comme ça peut être moyen. Et là, cette année, par exemple, il y a le film Salem's Lot qui est sorti sur Max, que j'ai vu et qui est très moyen. C'est une adaptation de Stephen King. Il y avait eu une version, je crois, dans les années 80. Bon, très moyen. Et là, Nosferatu, dès l'annonce du projet, je me suis dit, ok, Robert Eggers qui fait Nosferatu, ça peut être très très cool parce que Robert Eggers, de toute façon, tu le vois en regardant The Witch, The Lighthouse et The Northman, il est très attaché à la reconstitution historique exacte, à créer vraiment des ambiances avec des personnages un peu fous, enfin, tout son rapport à l'occultisme qui est vachement intéressant. Et là, je me suis dit, Nosferatu, c'est parfait. Le côté païen, Europe de l'Est et tout. Oui, il y a toujours une dose de fantastique dans ces films, de toute façon, de surnaturel en tout cas. C'est ça. Et je n'ai pas été déçu. C'est vrai que quand tu vois la filmo avant Nosferatu, de se dire il va faire un film sur Nosferatu, oui, ça paraît vraiment cohérent, quoi. Enfin, c'est évident. C'est ça. Et en fait, si je commence à parler de mon appréciation du film, je vais beaucoup répéter ce que tu as dit. Donc je vais pas en dire beaucoup plus. Si ce n'est que Robert Eggers, son prochain film, a priori, ça serait un western. Surprenant. Voilà. Mais pourquoi pas. Pourquoi pas, en vrai. Carrément. Enfin, moi, de toute façon, il a fait 4 films, c'est 4 réussites. Oui. À suivre. À suivre, en tout cas, un réalisateur à suivre. Un réalisateur qu'on a suivi très longtemps, parce qu'il a quand même une grande carrière, c'est quand même George Miller. Voilà, George Miller. Qui revient avec sa patte Mad Max. Voilà, on a attendu, parce qu'il a fait Mad Max Fury Road, ensuite il a fait 3000 ans à t'attendre. Et on a attendu 10 ans pour avoir ce Furiosa. Je n'ai pas été déçu. Quel film. Non, franchement, c'est très très cool. On retrouve toute la frénésie, tout le maîtrise, le savoir-faire de George Miller. Alors c'est pas exactement comme Fury Road, où Fury Road c'était vraiment 2 heures ultra intenses, où c'était vraiment juste une course-poursuite. C'était un film Mad Max, voilà. Tout simplement. Alors que Furiosa, c'est un truc, c'est plus une odyssée, c'est quelque chose qui se passe sur plusieurs années, avec on voit le temps qui passe, les changements des personnages qui vieillissent et tout. Et bon, j'ai trouvé ça c'est fou de maîtrise, de virtuosité, tu vois, ça devrait être le standard pour les films d'action, les courses-poursuites. Ça ne l'est pas. Je veux dire, Anya Taylor-Joy, au début, je me suis dit, ah tiens, ok, c'est sûr que ça allait pas être Charlize Theron, tu vois, mais je me suis dit, ok, qu'ils prennent Anya Taylor-Joy, je la voyais pas trop dans un film d'action, et elle se débrouille superbement. Chris Hemsworth qui joue le méchant Dementus, incroyable, j'adore. Avec son accent australien. Il est over the top, avec son gros nez, ses dents, enfin, j'adore. Évidemment, le retour de certains comme Immortan Joe, bon, même si c'est pas le même acteur, mais
c'est toujours un plaisir, tu sais, quand tu le vois arriver, tu te dis il a un charisme quand même. Voilà, ouais, non, bien sûr, le retour de la musique, toute la scène d'intro avec la mère de Furiosa, que tu vois comment le clan des Vuvalini, je crois, ils se débrouillent pour résister, comment se comportent les différents clans, l'homme histoire, je crois qu'il s'appelle, le vieux scribe avec tous ses tatouages, il y a tous ces trucs sur le corps. Oui. C'est super intéressant, enfin ça regorge d'idées. Il y a beaucoup de gens qui ont critiqué la qualité des effets spéciaux numériques, qui sont plus visibles que dans Fury Road, et c'est un peu vrai, mais ça m'a pas, à part peut-être un ou deux plans, ça m'a pas trop sorti du film, je t'avoue. Je crois qu'il s'était justifié sur le sujet, justement, George Miller, que c'était une intention de réalisation, je sais plus laquelle, mais il me semble qu'il avait expliqué un petit peu le choix. Peut-être juste un manque de budget aussi, hein, parce que... Il a coûté cher le film quand même. Ouais, mais... Et oui, par contre ça a été un flop. Ouais. Et je ne comprends pas pourquoi ça a été un flop. Alors, est-ce que c'est parce qu'il est sorti trop tard par rapport à Fury Road ? Est-ce que les gens ne s'intéressaient pas à Furiosa ? Mais moi, ça me saoule qu'un film flop qui sort en VOD et que tout le monde fait « il est super le film, pourquoi il a pas marché ?» Mais parce qu'il fallait aller le voir. Bordel. En plus, il y avait rien à côté qui faisait de grosses concurrences, tu vois. C'est dommage. Parce que du coup, je me dis, putain, si ça avait été un succès, on aurait pu avoir un nouveau film Mad Max dans pas longtemps. Mad Max The Wasteland qu'on attend, toujours. Et a priori, c'est pas fini. Même si là, il y a des théories, enfin des rumeurs comme quoi George Miller ferait Thor 5 pour Marvel. Donc avec Chris Hemsworth, parce qu'apparemment, il a bien aimé travailler avec lui. Pour lui rapporter beaucoup d'argent, pour qu'il fasse son Mad Max. Oui, tout à fait. Donc je me dis, ok, bonne technique. En même temps, je me dis, un film Thor fait par George Miller. Pourquoi pas ? Ça pourrait être très cool. Voilà. Gros coup de cœur. Mais ce n'est pas le top 1 de cette année. Puisque ton top 1 se passe aussi dans le désert. Hein. Bien sûr. Toi, t'aimes bien le sable. Voilà. Sauf que ce n'est pas n'importe quel désert, c'est celui d'Arrakis. En numéro 1, nous retrouvons donc Dune partie 2 et Emilia Pérez. Tout va bien. Je suis là. Ça faisait longtemps que t'avais pas fait un de tes cauchemars. Eso. Manitas. Se nos fue. Yo soy Emilia Pérez. Je veux que tu saches, je t'aimerai jusqu'à mon dernier souffle. ¿Qué haces por acá? Te necesito. Dune partie 2 est dans beaucoup de classements, dans beaucoup de tops, et souvent à la première place cette année, donc c'est pas très original. Mais toi, tu as choisi un film qui est très clivant cette année. Un film qui clive aux États-Unis apparemment. Moi, je suis unanime. C'est magnifique. Enfin, juste. En fait, j'ai pas forcément beaucoup de choses à dire sur le film. Juste, ça m'a emporté de A à Z, l'histoire, les actrices, les personnages, les musiques, puisque c'est une comédie musicale. J'aime bien mettre ça, c'est juste après Nosferatu qui est absolument horrible, et puis d'un seul coup, ouais, mais les musiques et tout ça. Les comédies musicales, c'est cool. Ouais. Voilà, beaucoup de gens qui n'ont pas compris le film, qui pourtant n'est pas forcément super subtil sur certains sujets. Pas du tout. Notamment quand les gens pensent que c'est une incitation à la transidentité ou je sais pas quoi. Non, c'est pas du tout le sujet du film. Ou que c'est une apologie des cartels mexicains. Non, c'est pas le sujet du film. Je pense que ce qui lui a été reproché, c'est surtout de prendre ces sujets-là un peu à la légère, et que Audiard a lui-même avoué que, en fait, il s'en foutait un peu, il voulait pas trop étudier la société mexicaine, ou que... Mais parce que c'est pas le but, c'est un... En fait, l'idée du film, c'est on prend une base qui est cliché, que voilà, tout le monde voit l'idée globale de qu'est-ce que c'est un cartel mexicain, et on te dit, en fait, vous voyez, le gros Dilos, là, chef du cartel, qui déchiquette des gens, en fait, son rêve, ça a toujours été d'être une femme. Et du coup, il va embaucher une avocate qui va se charger de le transformer en femme dans la plus grande discrétion, et de s'occuper de sa femme, de ses enfants, de tout ça. Oui, parce que là, il veut pas juste transitionner, il veut changer de vie, se faire passer pour mort. Donc, voilà, c'est ça. Après, là où je suis moins catégorique, c'est-à-dire je l'ai vu, et en fait, il y a des trucs que je trouve très bien, et des trucs que je trouve, pour le coup, très mauvais, ce qui fait que je suis très mitigé par rapport au film. C'est-à-dire que tout ce qui est mise en scène et réalisation, évidemment, c'est... Jacques Audiard. Voilà, c'est très très bien, la photographie est très jolie, il y a beaucoup d'idées, genre, rien que quand elles ont leur conversation, quand le personnage de Zoé Saldana se rend compte que Emilia Pérez, c'est Manitas, avec voilà, ces cônes de lumière comme au théâtre, voilà, c'est... un peu idée, voilà, un peu à la con, mais énormément d'idées de réalisation. Voilà, quand t'as tous les visages qui s'affichent à l'écran,
tout du début à la fin. Voilà, c'est une vraie comédie musicale. Le film à Cannes a été récompensé par le prix d'interprétation. Mais le prix d'interprétation à Cannes, c'est un prix féminin. C'est un prix, voilà, prix d'interprétation féminine pour l'ensemble du casting. Voilà, c'est pas dédié à une seule personne. Donc les 3 actrices principales, Zoé Saldana, Carla Sofia Gascon et Selena Gomez. Et autant je trouve que pour les autres c'est mérité, mais pour Selena Gomez, je trouve qu'elle joue mal dans le film. Alors, c'est pas une actrice de base, il me semble. Elle est chanteuse, mais après elle a fait Disney Channel, je crois, donc c'est un peu les deux, bref. Oui. Et je trouve qu'elle joue mal, et c'est un peu dommage parce que du coup... Ça m'a jamais ça choqué me sort pour le du coup, film, et pour les scènes qui sont censées être dramatiques et tout, avec des enjeux forts, la façon qu'elle, des fois, dit des lignes qui sont en plus un peu kitsch, et le fait que ce soit elle qui le sorte, tu fais ouais, bon... Elle a quand même un personnage assez particulier dans le film. Voilà, mais c'est pour ça, je suis très mitigé, je peux comprendre la plupart des critiques. Après, il y a pas mal de trucs donc sur le fait que ça prenne à la légère la société mexicaine, la société trans, où effectivement c'est... Enfin, ça, je suis pas assez expert sur ça pour me juger. Par contre, moi, il y a un truc effectivement au niveau du scénario où je me suis dit c'est vraiment très facile, c'est du coup, on va monter une association pour retrouver toutes les victimes qui ont été tuées par le cartel. Et en fait, c'est un peu fait comme ça, et la rédemption est un peu facile, je trouve. Et c'est dommage, parce que ça manque un peu d'obstacles. Parce que t'as toute cette idée aussi de Manitas qui a été emporté là-dedans, pas forcément de son plein gré. Lui, il a toujours voulu une vie douce, et en fait, c'est jamais la vie qu'il a pu avoir. En fait, il était devenu Manitas, le chef de cartel, par défaut, parce qu'il n'a pas eu le choix, en fait. Il y a vraiment cette idée-là aussi. Et donc, une fois qu'il a sa vraie identité, il a envie de réparer réparer tout ce que Manitas avait fait. Ce qui en soi peut être un bon point de scénario, mais je trouve que c'est l'intention, je comprends, et ça peut être très intéressant, mais en fait c'est l'exécution qui pêche, ce qui est dommage. Mais je reconnais les qualités du film, et en fait en soi tant mieux que ce soit un film un peu clivant, parce que ça apporte beaucoup de débats, ça peut être très intéressant à analyser. Il est en train de gagner plein de prix, et t'as certaines récompenses où je me dis bon, est-ce que vraiment il mérite d'être nommé par rapport à d'autres? Voilà. Alors que toi, ton top 1 ne remportera aucun prix. Voilà. Parce que les gens n'aiment pas Denis Villeneuve, enfin les académies n'aiment pas Denis Villeneuve. Là pour le coup, voilà, on est unanime sur le fait que Dune partie 2 c'est un super film. Il paraît. Voilà, pour moi le meilleur de cette année. On l'a vu en IMAX. C'était une expérience de fou furieux. Et pareil, j'ai acheté le steelbook comme toi. Vraiment, je voulais attendre le bon moment devant le film pour être bien, vraiment le voir dans les meilleures conditions. Et trop cool de le revoir, enfin vraiment magnifique. Mais il y a certains trucs où je suis content de l'avoir vu en IMAX au cinéma, parce que en termes de grandiose, de mixage sonore, enfin la musique, pour le coup, le silence comme ça qui fait pour le coup, Paul, le film est quand même moins, au niveau de la réalisation, de la photographie, il est moins immense que l'était le premier film. On a une image qui est quand même plus à taille humaine, évidemment pas dans l'attaque à la fin, qui est dans la démesure, puisqu'il y a littéralement des vers géants qui attaquent. Donc évidemment que là on passe dans la démesure, mais pour autant c'est un film qui reste un petit peu plus à taille humaine. Notamment dans toute la partie où Paul se forme chez les Fremen. Oui, la scène avec le verre, où il apprend à chevaucher le verre, qui est incroyable. Ouais, très très cool. Et encore une fois, ça au cinéma, avec le silence, t'as vraiment l'impression d'être enseveli sous le sable. Alors, c'était vraiment une super expérience. J'ai hâte de voir Dune Messia. Messiah. S'il sort un jour, on espère. C'est prévu. Avec Austin Butler qui revient du coup dans ce film, enfin qui débarque en feuille de rota dans ce film, qui succède à Sting, qui n'a pas de slip magnifique malheureusement. Mais qui est absolument terrifiant avec ses dents noires, avec il est absolument incroyable, je trouve, Austin Butler. Et évidemment la performance de Timothée Chalamet. Ouais. Alors Paul Atreides, tout son discours devant les Fremen, le Lisan al-Gaïb, voilà, c'est devenu un peu un mème, mais non, c'est trop bien. Timothée Chalamet qui a quand même prouvé à tout le monde que oui, c'est ok, il a une tête de Minet tout gentil, comme Pierre Ninet, et au final les deux cette année ont montré que non, ils peuvent aussi jouer des rôles extrêmement badass. Et intenses, Ce qu'on peut retrouver entre Dune 2 et Emilia Pérez quand même en point commun majeur, c'est cette idée de changer d'identité, de se transformer, involontairement pour le cas de Paul Atreides, puisqu'il ne veut pas devenir ce messie qu'il est promis à devenir. Mais il accepte à la fin quand même. Il accepte, dans tous les cas il n'a pas de choix. Enfin, il le deviendra.
Et Emilia Pérez, évidemment, cette idée de transidentité, où Manitas devient Emilia Pérez, donc voilà. Et aussi, qu'est-ce que c'est voilà, les responsabilités d'être un leader, parfois pour des choses qui ne sont pas vertueuses. Enfin, et ça que j'aime bien, c'est que Dune, voilà, à la fin, tu te dis, ah, il a gagné, mais je sais pas si c'était la bonne chose, tu vois. J'étais content que c'était un véritable succès. Ouais. Parce que le premier Dune, bon, il est sorti un peu en fin de Covid, donc c'était compliqué. C'était un relatif succès. Mais celui-là, il a tout explosé. C'était vraiment le plus gros succès du début d'année. Jusqu'à ce qu'il y ait des gros mastodontes comme Deadpool ou vice-versa qui arrivent. Et non, c'était vraiment une super expérience de le voir en IMAX. Et... En tout cas, cette année, on a été servi au niveau des blockbusters de qualité, ne serait-ce que entre Furiosa, Nosferatu et Dune 2. Ça régale. Quand il y a des vrais auteurs derrière les grosses machines, on peut avoir de très bonnes choses, quoi. Et c'est donc ainsi que se conclut ce top flop de l'année 2024. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous suivre sur notre compte Instagram ou à aller nous écouter en format podcast ou à aller nous regarder sur YouTube. On est à peu près partout. Voilà. Et sur ce, je vous dis ciao, bye. Salut. She asked me to fuck her in my uniform, and it hit me hard. Tabasser, pourquoi j'aurais réfléchi? Ouais, toi et moi, hein? Mais je ne vous entends pas, là, en ce moment même, il y a une pluie de chiens morts. C'est comme ça, il y a un truc dans l'eau. Quoi? Quel truc? Je sais pas ce que c'est, il y a un truc dans l'eau. I want them back. We didn't, obviously, fuck. Est-ce que du coup, Dune 3, ça sera pas une rédemption où Paul veut devenir une femme pour rattraper toutes les horreurs qu'il aura fait en tant que Muad'Dib? C'est ça, j'ai enterré tous les Harkonnen ici. Et ensuite, on va appeler Selena Gomez pour qu'elle chante dans MDR. Jamais de la vie, s'il vous plaît.